Il y a 2 siècles, les premiers Afro-Américains photographiés n'avaient pas de nom. Ils étaient mesurés, catalogués et exposés aux yeux de tous. Des visages figés, arrachés à leur dignité, réduits à des preuves dans une pseudo-science qui cherchait à justifier l'injustifiable, la hiérarchie des races. L'appareil photographique, cette invention qui promettait d'immortaliser la vérité, fut d'abord un instrument d'oppression, une arme du regard blanc. Mais l'histoire, parfois, sait se retourner, car ce même outil allait bientôt devenir l'un des plus puissants instruments de libération. Des pionniers vont comprendre que se photographier, c'est revendiquer son humanité. Va naître alors un contre-regard, la photographie afro-américaine. Un regard qui ne se contente plus de répondre à l'histoire, mais décide de la réécrire. À travers elle, c'est tout un continent d'images à traverser, des images de servitude et de révolte, de lynchage, mais aussi de dignité, de lutte, de victoire, de colère et d'amour. Une contre-culture visuelle qui s'est construite face à l'exclusion, la caricature et la dépossession du corps noir, et qui, de décennie en décennie, a transformé la photographie en un territoire d'émancipation et de souveraineté. Aujourd'hui encore, ces images questionnent comment représenter ce qui a été si longtemps invisibilisé, ou pire, déformé. Comment affronter les mythes raciaux, la surmédiatisation de la souffrance et la perpétuation du regard colonial dans nos écrans contemporains. Et surtout, que veut dire se montrer soi-même quand l'histoire a longtemps empêché les Afro-Américains d'exister autrement qu'à travers les yeux des autres? Dans cet épisode, je t'emmène à la découverte de cette contre-culture qui défie le regard raciste. De la servitude à l'autoreprésentation, des daguerréotypes d'esclaves aux portraits vibrants de nos contemporains, cette histoire raconte la reconquête d'un regard, celui d'un peuple qui a choisi de ne plus être objet, mais sujet de l'image. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir l'histoire de la photographie afro-américaine. Je suis Élodie Bonin et tu écoutes Nicéphore, le podcast qui te plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans ta créativité. Bien avant la ségrégation raciale aux États-Unis, avant la traite transatlantique, avant la mise en esclavage des peuples noirs, avant l'esclavage lui-même, existait la servitude. Il est connu de tous que les Mésopotamiens, les Romains et les Grecs de l'Antiquité possédaient des serviteurs. Et leur provenance était des plus diverses. Certains étaient des prisonniers de guerre, d'autres des orphelins ou des enfants abandonnés par leurs parents. On parlait aussi parfois de servitude de dette, une situation dans laquelle un citoyen, accablé par ses dettes personnelles, en venait à vendre son propre enfant, voire lui-même si sa dette était insolvable. Ce n'est que bien plus tard que la mise en servitude se mêle à la xénophobie. Rappelons tout d'abord que la xénophobie est purement fondée sur la peur des différences, qu'elles soient religieuses, politiques ou linguistiques. Et cette servitude xénophobe se met en application dès le 7e siècle en Orient. Tandis que les empires musulmans sont en pleine expansion,
on applique le droit islamique, la charia, qui autorise la mise en esclavage des non-musulmans vaincus. Ainsi, la servitude devient une conséquence militaire et religieuse. Le vaincu est un étranger, un infidèle. Cette distinction fondamentale entre musulmans et infidèles explique la diversité ethnique des esclaves, africains, indiens, mais aussi caucasiens et européens, dont les Slaves. Et cette mise en servitude des Slaves n'est pas propre au Moyen-Orient. Dès le Moyen-Âge européen, les Slaves sont également capturés, forcés à la servitude et déportés. On les considère comme des serviteurs d'excellence, qu'on aime capturer et vendre sur les marchés. L'ampleur de ce phénomène est telle qu'on parle même de la traite des Slaves. Et peu à peu, le nom de slave prend la place du mot serviteur, désignant à lui seul la mise en servitude de peuples entiers. En néerlandais, on dit slaaf, en allemand sklaaf, en italien schiavo, en anglais slave et en français esclave. Mais à ce stade, la mise en esclavage ne représente encore qu'un outil commercial. Elle sert à soutenir l'économie du pays, au même titre que n'importe quel autre commerce. Et jusque-là, aucun peuple n'a encore fondé sa xénophobie sur la race uniquement. Mais au XVe siècle, tout change. À cette époque, la majorité des esclaves en Europe sont des Slaves. Leur réputation n'est plus à faire et leur valeur monétaire ne cesse d'augmenter. Sans oublier que leur provenance reste beaucoup moins coûteuse que celle des esclaves venus d'ailleurs. Mais contre toute attente, le prince portugais, Henri le Navigateur, va bouleverser cet équilibre, car il perçoit chez les esclaves africains une aubaine pour le marché européen, leur couleur de peau. Alors oui, les Slaves sont des serviteurs exemplaires, mais lorsqu'ils s'enfuient, il est difficile de les retrouver tant ils se fondent dans la population. A l'inverse, un esclave noir est immédiatement repérable dans la cohue d'un peuple blanc. Et cet argument fait mouche au Portugal. Le prix des esclaves noirs explose. Quand l'offre devient inférieure à la demande, le prince Henri lance des expéditions en Afrique pour se fournir à la source, le plus souvent par la force. Mais cette violence, motivée par l'appât du gain, se justifie par un seul argument: sauver les âmes d'êtres inférieurs, assimilés à des bêtes à cause de la couleur de leur peau. Et cette pensée xénophobe, fondée sur la différence ethnique, se popularise quand Gomes de Zurara, chroniqueur des expéditions du prince Henri, publie le premier livre de l'histoire consacré au voyage en Afrique. L'ouvrage devient rapidement ce qu'on appellerait aujourd'hui un best-seller. Il diffuse une idée que nous connaissons bien, car elle traversera les âges en Europe et dans le monde entier, le concept de hiérarchie des races. Une hiérarchie qui impose la blackness, c'est-à-dire la conscience d'être noir, et l'idée terrible que si je suis noir, je suis né esclave. Mais à ce stade, on ne parle encore que d'esclavage xénophobe, basé sur une différence ethnique. Alors pourquoi ne pas encore parler d'un acte raciste ? Eh bien, parce que le racisme, lui, consiste à transformer cette xénophobie en outil politique, à institutionnaliser la haine de l'autre par des lois discriminatoires. Or, au XVe siècle, la mise en esclavage des peuples noirs reste avant tout une affaire commerciale. Elle ne s'inscrit pas encore dans un système de loi ou de politique raciale. Mais la situation change radicalement lorsque les Européens colonisent l'Abya Yala, le continent américain. Les Portugais et les Espagnols détruisent les capitales indigènes,
pillent les temples et bâtissent des églises sur leurs ruines. Les populations autochtones, elles, sont décimées. D'abord réduites à la servitude, elles périssent sous les maladies importées d'Europe. Et les rares survivants succombent au travail forcé ou au génocide religieux. Ces événements vont bouleverser le destin des esclaves noirs, car les terres américaines enrichissent considérablement l'Espagne et le Portugal, qui deviennent les centres du pouvoir colonial. Mais face à la disparition de leur main-d'œuvre indigène, ces deux puissances risquent de perdre leur suprématie. Alors, pour combler ce manque, elles décident d'acheminer massivement des esclaves africains vers les Amériques. Ainsi, dans le Nouveau Monde, 3 catégories de travailleurs coexistent. Les esclaves indigènes, plutôt rares, les esclaves noirs, majoritaires, et les Européens blancs sous contrat, qu'on appelle les servants. Ces derniers se distinguent des autres par un détail: contrairement aux esclaves forcés, ils se proposent eux-mêmes à la servitude, souvent pour rembourser une dette ou payer leur traversée. Pourtant, leurs conditions de travail restent presque aussi dures que celles des esclaves. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir esclaves et servants s'unir pour se rebeller contre les colons. Leur rêve, fuir et fonder leur propre communauté libre, qu'ils appellent les communautés marronnes. Mais pour briser ces alliances et maintenir leur domination, les colons élaborent une stratégie. Ils créent un premier dispositif législatif qui sépare définitivement les servants blancs contraints des esclaves noirs. Les servants blancs obtiennent alors des privilèges, la possibilité de se libérer de leurs engagements, de recevoir des terres et de l'argent, voire même d'acheter à leur tour des esclaves. Ainsi naît le racisme institutionnel, et avec lui, la whiteness, l'idée que naître blanc est un privilège naturel, un statut social supérieur qui confère des droits et une dignité que d'autres n'auront jamais. Dès lors, la frontière devient nette. Il y a les blancs et il y a les non-blancs. Mais alors, que reste-t-il aux esclaves noirs? Une promesse, celle de l'affranchissement, l'élévation sociale à condition d'obéissance. Cette idée d'une récompense à la docilité survivra bien au-delà de l'esclavage. C'est la pensée assimilationniste. Pour plaire, il faut se conformer, travailler plus dur, s'éduquer davantage, soigner son apparence, être plus digne, plus poli, plus méritant. Toujours faire plus pour espérer être accepté. Si les efforts portent leurs fruits, l'individu s'assimile. S'il échoue, il devient marginal. Mais parfois, malgré tous les efforts, rien n'y fait. Phyllis Whitley en est la preuve. Née en 1753 en Afrique de l'Ouest, elle est enlevée à 7 ans, vendue comme esclave à Boston à 9 ans et achetée par la famille Whitley, qui lui offre une éducation, chose rarissime. À 20 ans, elle publie ses propres poèmes. C'est le premier livre jamais publié par une femme noire aux États-Unis. Ses poèmes fascinent autant qu'ils dérangent. Trop beaux, trop raffinés pour venir d'une esclave noire, les élites blanches refusent d'y croire. Une commission d'enquête est alors ouverte. Devant 18 hommes blancs influents, Phyllis doit prouver son talent. Elle récite ses poèmes, explique ses références, défend son œuvre. La commission reconnaît son authenticité. Elle est affranchie. Phyllis Whitley devient le symbole d'une femme noire élevée par la culture européenne, mais au prix de son déracinement. Coupée de sa communauté, de sa langue et de ses racines, elle reste prisonnière d'un idéal qui ne la reconnaît jamais tout à fait.
Phyllis Whitley incarne la contradiction de l'assimilation noire. On exige des Noirs qu'ils s'élèvent par l'éducation pour mériter leur liberté, mais lorsqu'ils prouvent leur intelligence et leur sensibilité, on les accuse de tricher. Car au fond, l'élite blanche ne veut pas d'artistes noirs, ni de penseurs, elle veut des travailleurs. Durant ces siècles de transformation, l'homme blanc ne cesse de représenter le peuple noir comme un être inférieur, à travers toute une iconographie visuelle discriminatoire, sinon ouvertement raciste. Et il est évident qu'en 1839, lorsque la photographie est commercialisée, elle n'échappe pas à cette logique. Au départ perçue comme un instrument scientifique, la photographie est rapidement utilisée pour justifier le concept de typologie raciale. L'idée est de mesurer les corps pour prouver scientifiquement la supériorité d'une race sur une autre. Ces soi-disant chercheurs effectuent toutes sortes de mesures sur les esclaves. Dimension du crâne, des membres, de la taille, de la largeur nasale, mais aussi des organes sexuels. Et pour compléter ces relevés biométriques, les données sont accompagnées de photographies des sujets étudiés. C'est ainsi que naissent les premiers daguerréotypes raciaux des États-Unis. En 1850, le photographe Joseph Zellé réalise une série de 15 daguerréotypes pour Louis Agassiz, professeur à Harvard. Agassiz est alors l'un des premiers scientifiques américains à atteindre une renommée mondiale. Pour soutenir ses idées sur l'origine de la diversité humaine, il commande à Zellé des photographies de 6 esclaves travaillant dans une plantation de coton. Delia et son père Renty, Alfred, Facena et Jem, Joanna et son père Jack. Tous sont photographiés individuellement, partiellement ou entièrement nus, le but étant de produire des images prétendument objectives, mais qui ne servent au final qu'à humilier, classifier et déshumaniser ces sujets. Jusqu'aux années 1930, l'Occident tout entier est gagné par la fièvre des os humains. Des lieux où hommes, femmes et enfants noirs sont exposés tels des curiosités exotiques, face à des foules blanches, prêtes à payer cher pour satisfaire leur voyeurisme. Dans ces expositions, le discours pseudo-scientifique oppose sans cesse deux mondes, celui des civilisés et celui des sauvages. Cette mise en scène grotesque transforme le racisme scientifique en un racisme populaire. Et pour alimenter ce racisme populaire, les os humains produisent massivement des photographies souvenirs, les fameuses photocartes et cartes postales. Les premières servent aux échanges entre collectionneurs, comme on échangerait aujourd'hui des cartes illustrées. Les secondes voyagent d'un continent à l'autre, véhiculant une image déformée et humiliante du peuple noir. Ces échanges de masse, car on parle alors de millions de clichés en circulation, participent à la diffusion planétaire d'un imaginaire raciste, transformant la curiosité coloniale en une véritable culture visuelle de la domination. Mais pire encore que ces cartes postales exhibitionnistes, il existe une carte postale bien plus sinistre et pourtant largement diffusée aux États-Unis, les cartes postales de lynchage. Pour comprendre cet engouement morbide, faisons un bref retour en arrière, à l'époque où les esclaves se révoltent contre leurs propriétaires. Tandis que la crainte grandit dans l'esprit de ces derniers, terrifiés à l'idée de perdre leur main-d'œuvre par l'alliance des servants et des esclaves, la violence s'intensifie, si intensément que l'on atteint un stade jusque-là inégalé. On parle désormais de massacre, de lynchage public. Cette monstrueuse mise à mort en place publique vise à instaurer la peur. Elle doit dissuader toute rébellion. Si l'esclave se soulève contre son maître, la mort l'attend, par pendaison, parfois par le feu, après d'insoutenables tortures. Mais un siècle plus tard, ces mises à mort n'ont rien perdu de leur attrait pour une partie de la population blanche. Bien au contraire, avec l'essor du Ku Klux Klan, les lynchages se multiplient.
Le Ku Klux Klan est une société secrète terroriste et suprémaciste blanche. Présente principalement dans les États du Sud, elle se distingue par un racisme anti-noir virulent, alimenté par la peur et la haine. Pourtant, face à cette terreur qui règne à travers tous les États-Unis, des voix s'élèvent. Et la photographie devient leur vitrine, leur preuve, leur témoignage visuel face à ceux qui ambitionnent, à tort, de les réduire au silence. Le premier se nomme Frederick Douglass. Lui-même ancien esclave, il devient un abolitionniste de premier plan aux États-Unis. Mais plus encore que ses positions politiques affirmées, Frederick Douglass est, au XIXe siècle, l'Américain le plus photographié. Car il faut le comprendre, à cette époque, Douglass est un visionnaire. Il saisit très tôt que le monde entier se fascine pour ces images plus vraies que nature. Une fascination universelle qui touche chaque individu, quelle que soit son origine et son ethnie. Alors, autant se faire photographier pour diffuser son message en masse, à travers sa pose, son regard, sa stature. Et à observer ces portraits, on comprend à quel point l'homme a conscience du pouvoir de son image. Il sait que son corps, son regard et sa dignité racontent quelque chose. À travers lui, il montre aux Américains et au monde entier qui ils sont. Ces hommes, ces femmes et ces enfants réduits à l'esclavage. Dans ses yeux, on peut presque lire un défi. Prouver que la photographie, ce médium qui capture le réel tel qu'il est, ne se soucie ni de la couleur de peau, ni des préjugés. L'appareil enregistre sans biais. Cette objectivité convainc Douglass que la photographie peut contribuer à mettre fin aux inégalités. Le pouvoir de faire et d'apprécier des images appartient exclusivement à l'homme. Apprécier une photographie devient alors, pour lui, une démonstration d'humanité. Les images, comme les chansons, devraient être laissées à leur propre chemin dans le monde. Tout ce qu'elles peuvent raisonnablement nous demander, c'est que nous les placions sur le mur sous la meilleure lumière. Et pour le reste, nous leur permettions de parler pour elles-mêmes. Mais Frederick Douglass n'est pas ignorant. Il est aussi conscient qu'il existe un regard noir et un regard blanc dans la photographie, tout comme dans n'importe quelle autre représentation visuelle. Lors d'un discours, il déclare « Dans les mains des artistes blancs, les noirs ne peuvent jamais avoir de portraits impartiaux. Et il nous semble qu'il est impossible pour un blanc de saisir l'apparence des hommes noirs sans exagérer de manière grossière leurs traits distinctifs. » Il fait ici référence à la culture visuelle qui ridiculise ouvertement les Afro-Américains, les présentant comme des êtres naturellement incompétents, dégénérés ou stupides. Ceux qui produisent ces images dénigrantes détiennent le pouvoir de modeler la perception collective de l'identité noire. Et par ses discours, Frederick Douglass fait naître une conscience aiguë de l'auto-représentation chez les photographes afro-américains. Puisque l'image populaire les méprise, alors ils se réapproprient leur propre image pour montrer ce qui ne peut être nié, l'intolérable. C'est dans cet esprit qu'est ancrée la célèbre photographie de Gordon, un esclave afro-américain échappé d'une plantation de Louisiane. Battu à coups de fouet, il parvient à s'enfuir et à rejoindre un camp abolitionniste. Lors de son examen médical, il déclare « 10 jours après avoir quitté la plantation, le contremaître m'a fouetté. Je ne me souviens pas du fouet. J'ai eu des douleurs au lit pendant 2 mois à cause du fouettage, puis mes sens ont commencé à revenir. J'étais un peu fou, j'ai essayé de tirer sur tout le monde, c'est ce qu'ils ont dit. Je ne savais pas. Ils m'ont dit que j'avais tenté le premier de tirer sur ma femme. Je n'ai tiré sur personne, je n'ai fait de mal à personne. » Témoins de ses cicatrices, 2 membres du camp, Ferson et Oliver, lui demandent de poser, de montrer ses marques, indélébiles, qui rappelleront à jamais la violence qu'il a subie. L'image est saisissante, elle accuse, sans mots, l'inhumanité de l'esclavage. Très vite, les photographes reproduisent le tirage au format photocarte et l'image circule massivement.
Elle rejoint les collections, traverse les frontières et alimente la presse abolitionniste. Cette photographie devient un outil de communication puissant, diffusé à l'international, pour prouver factuellement les abus et la barbarie du système esclavagiste. Ainsi, la photographie, aussi objective soit-elle en apparence, cesse d'être neutre dès lors qu'elle touche à l'humain, avant, pendant ou après la prise de vue. Elle devient alors sujette à l'interprétation, mais aussi à la manipulation et à l'instrumentalisation. En 1865, les États-Unis sortent de 4 années de guerre civile, connue sous le nom de guerre de sécession. Un conflit qui oppose les États du Sud, esclavagistes, aux États du Nord, abolitionnistes. À la fin de la guerre, tous les esclaves afro-américains sont libérés, et avec cette liberté, on leur reconnaît l'égalité avec les citoyens blancs. Mais ne nous y trompons pas, les tensions se multiplient, et à peine une décennie plus tard, en 1877, ces avancées sont balayées par l'instauration des lois Jim Crow, qui imposent la ségrégation raciale. Une politique qui sépare strictement les populations selon leur couleur de peau. D'un côté, les blancs, de l'autre, les personnes de couleur. Et pour faire régner l'ordre, les membres du Ku Klux Klan redoublent de violence, car pour eux, la peur est la meilleure arme pour maintenir la hiérarchie des races. Le Klan s'oppose farouchement à tout droit constitutionnel accordé aux Afro-Américains et exprime cette opposition par la terreur. Incendies, enlèvements, tortures, viols, attentats, assassinats et surtout lynchage public. La grande nouveauté de cette période, c'est que ces exécutions ne se contentent plus de se dérouler sur la place publique. Elles sont photographiées, puis vendues en masse sous forme de cartes postales. Ces images, macabres, deviennent des trophées circulant à travers le pays et même au-delà pour satisfaire la curiosité malsaine des suprémacistes blancs. Sur ces clichés, les codes sont toujours les mêmes. Le corps meurtrier sans vie de la victime, pendu ou brûlé, la foule blanche, satisfaite, posant parfois fièrement à côté du cadavre. Au second plan, quelques témoins noirs, silencieux et sidérés. Ces images excusent la violence en la présentant comme nécessaire au maintien de l'ordre et de la peur. Mais ces justifications s'effondrent bientôt sous la plume d'une journaliste afro-américaine, Ida Wells. Née esclave puis affranchie, Ida Wells est l'une des grandes figures fondatrices du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Militante, infatigable, elle lutte pour le droit de vote des femmes et la reconnaissance des droits fondamentaux du peuple afro-américain. Mais en mars 1892, une nuit bouleverse sa vie. 3 de ses amis, des commerçants afro-américains prospères, sont arrêtés sous prétexte qu'ils feraient de l'ombre à un concurrent blanc. Accusés à tort, ils sont lynchés par une foule enragée après que leur cellule ait été prise d'assaut. Cet événement marque un tournant dans sa vie. Elle décide alors de consacrer son travail journalistique à l'investigation des lynchages perpétrés contre les Noirs dans les États du Sud. Pendant plus de 10 ans, Ida Wells enquête sans relâche. Elle documente 728 cas de lynchage touchant des hommes, des femmes et même des enfants afro-américains. Et ses conclusions sont sans appel. Tout d'abord, les accusations de viol, souvent avancées pour justifier les lynchages, ne sont qu'un prétexte pour punir les hommes noirs ayant eu des relations consenties avec des femmes blanches. Et pour cause, moins d'un tiers des lynchages ont pour origine de véritables crimes. La majorité cache des préjugés raciaux, des actes d'indépendance économique ou de simple jalousie. Et en effet, plus la situation économique des Afro-Américains s'améliore, plus les lynchages se multiplient. Signe que ces crimes visent à maintenir une domination raciale et économique. Ainsi, Ida Wells démontre que les cartes postales de lynchage, ces images diffusées en masse à travers les États-Unis, ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des instruments de propagande.
Leur but est de modeler l'imaginaire collectif, d'ancrer dans les esprits l'idée que les Noirs seraient des violeurs, des voleurs, des fauteurs de troubles qu'il faudrait punir. À travers ces enquêtes, Ida Wells brise le mythe de la neutralité photographique. Elle révèle comment l'image, au lieu d'éclairer la vérité, peut devenir une arme politique. Une arme au service d'une idéologie raciste, capable de transformer la peur en culture et la violence en spectacle. Et face à cette culture visuelle de la violence, une contre-culture émerge. Discrète d'abord, mais elle s'impose peu à peu grâce aux pionniers de la photographie afro-américaine. Ces hommes, qui, les premiers, parviennent à faire commerce de la chambre noire en ouvrant leur propre studio de portrait. Très tôt, ils se saisissent du médium dans toute sa diversité. À chaque nouvelle invention technique, lithographie, gravure, ambrotype, ferrotype, carte de visite, ils expérimentent, adaptent et créent. Parmi eux se distingue James Presley Ball, abolitionniste et l'un des tout premiers photographes afro-américains de l'histoire. Né homme libre, il ouvre son daguerréotype studio à Cincinnati en 1849, soit seulement 10 ans après la commercialisation du médium. Rapidement, son atelier devient l'un des plus grands et des plus réputés des États-Unis au milieu du XIXe siècle. À sa suite, d'autres photographes se lancent dans le commerce du portrait, répondant aux commandes de quiconque pouvait payer pour une photographie, sans distinction d'origine ou de couleur de peau. Ces premiers artisans de l'image ont permis à la photographie de devenir un outil d'affirmation identitaire, mais aussi une source d'ascension économique et de reconnaissance sociale. À mesure que la photographie s'étend, elle touche une clientèle de plus en plus large. Désormais, les photographes afro-américains accueillent dans leurs studios des clients issus de toutes classes sociales. L'esclavage n'est plus une question, la ségrégation, en revanche, reste une réalité. Parmi ces photographes de portrait, une femme se distingue, Florestine Perrault Collins. Active à la Nouvelle-Orléans dans les années 1920, elle est l'une des premières femmes afro-américaines à exercer son métier. Elle consacre son travail à la communauté créole et afro-américaine, qu'elle photographie lors de mariages, de remises de diplômes, de réunions de famille ou encore de communions. Beaucoup sont recolorisés à la main, souvent par d'autres femmes noires qu'elle emploie dans son atelier. C'est dans la période d'entre-deux-guerres qu'une véritable contre-culture afro-américaine s'impose aux États-Unis, la Harlem Renaissance. Le mouvement naît d'une migration massive. Dans les États du Sud, la pauvreté et la violence poussent la population afro-américaine à chercher refuge dans le Nord. Beaucoup s'installent à New York, dans le quartier de Harlem, au cœur de Manhattan. Le soir, on se retrouve dans les clubs de blues et de jazz. On joue, on chante, on danse, et pendant que la musique monte, les intellectuels afro-américains s'unissent pour créer une littérature qui leur ressemble, écrite par eux et pour eux. Ce mouvement, que l'on appelle aussi le New Negro, incarne une génération d'Afro-Américains nés libres, prêts à utiliser l'art pour revendiquer leurs droits civiques. La Harlem Renaissance, c'est une explosion de créativité, après des siècles de silence. On y découvre des écrivains, des poètes, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, des décorateurs et des photographes. Tous partagent le même objectif, forger une esthétique propre à la communauté noire, indépendante du regard blanc. Et parmi ces figures, un nom brille, James Van Der Zee. Déjà propriétaire d'un studio à Harlem, il se fait connaître pour ses portraits d'une large clientèle issue de la classe moyenne afro-américaine. Ces images traduisent la modernité de ses sujets, leur élégance, mais aussi leur réussite. Mais Van Der Zee ne se limite pas à l'intimité du studio. Il sort son appareil dans les rues, capture les vitrines, les façades, les clubs, les salons de beauté, ces lieux où la vie sociale noire s'invente et s'affirme.
Et à sa suite, d'autres photographes s'inscrivent dans ce mouvement moderne. Tous participent à construire une nouvelle image de la communauté afro-américaine, loin des stéréotypes qui l'ont si longtemps enchaînée. Ce tableau effervescent qui a tant marqué les années 1920 s'assombrit brutalement à l'approche des années 30. Le crash boursier plonge le pays dans une crise économique sans précédent. En quelques mois, la misère s'installe partout. Près de 13 millions de chômeurs se regroupent dans des bidonvilles à la périphérie des grandes villes. Dans les campagnes, la situation est guère meilleure. Dès 1931, la surexploitation des terres entraîne leur assèchement. Le vent se lève, les sols s'effondrent et de gigantesques tempêtes de sable balaient les plaines. Des familles entières fuient vers la côte ouest, moins touchées par la catastrophe. Quant à la population afro-américaine, déjà frappée par la ségrégation et la pauvreté, elle continue d'affluer en masse vers les États du Nord. Face à ce désastre national, le gouvernement réagit. En 1935 est créée la Resettlement Administration, réorganisée 2 ans plus tard sous le nom de Farm Security Administration, aussi connue comme FSA. Son rôle est de relocaliser les travailleurs agricoles et de documenter la Grande Dépression pour sensibiliser le public américain. Leur objectif est de provoquer l'empathie, montrer l'urgence et rallier l'opinion publique au programme du New Deal de Roosevelt. Sous la direction de Roy Stryker, économiste visionnaire, l'AFSA réunit une équipe de photographes d'exception. Et parmi eux, un nom se distingue, Gordon Parks. Premier photographe afro-américain à intégrer l'AFSA, il se donne pour mission de montrer l'humanité, trop souvent niée, de sa communauté. Là où d'autres capturent la pauvreté, lui révèle la dignité. Sa photographie la plus célèbre, American Gothic, Washington DC, illustre parfaitement cette démarche. On y voit Ella Watson, 59 ans, grande, mince, droite, dans une main un balai, dans l'autre une serpillière, et derrière elle, le drapeau américain. Cette femme de ménage, invisible dans les bureaux du gouvernement qu'elle nettoie la nuit, devient sous l'œil de Parks le symbole d'une Amérique en contradiction, celle qui prône la liberté mais ferme les yeux sur l'injustice. En 1941, le président Franklin Roosevelt signe l'ordre exécutif 8802, abolissant officiellement la ségrégation au sein de l'industrie militaire. Des unités entièrement noires sont créées et au total, près d'1,2 million d'Afro-Américains participent au conflit, combattant en Europe comme dans le Pacifique. Mais à leur retour, la désillusion est immense. Ils dénoncent le paradoxe d'avoir risqué leur vie pour défendre la liberté à l'étranger tout en subissant la ségrégation chez eux. Ce cri de colère se résume en 2 mots, double victory, victoire double. Victoire contre le fascisme à l'extérieur, victoire contre le racisme à l'intérieur. Pourtant, la haine ne désarme pas. En Europe, les soldats noirs sont accusés par la propagande allemande d'avoir commis des violences sexuelles. Aux États-Unis, les vétérans afro-américains deviennent la cible de nouvelles vagues d'agressions. Dans les États du Sud, les suprémacistes blancs reprennent la rue, lynchent, brûlent, humilient. Et comme toujours, l'image devient une arme. Ces nouveaux crimes de haine sont photographiés, imprimés et diffusés. Leur but est de terroriser, de maintenir la color line, cette ligne invisible mais implacable qui sépare les blancs des noirs.
Par la terreur, ils veulent préserver leur suprématie. Face à cet afflux d'images ségrégationnistes de lynchage, les photographes noirs ne peuvent rester silencieux. Il devient vital d'apporter leur point de vue, de dénoncer à leur tour les crimes haineux perpétrés contre la population afro-américaine. C'est ainsi qu'apparaît ce que l'on appelle la photographie de dénonciation, une photographie militante, consciente, profondément ancrée dans les réalités sociales et politiques du moment. Dès 1946, elle s'impose comme une nécessité. Le 12 février de cette même année, le sergent Isaac Woodard quitte l'armée vêtu de son uniforme. Il rentre chez lui, en Caroline du Sud, lorsqu'il est arrêté dans un bus par des agents de police blancs. L'agression est d'une telle violence qu'il en perd la vue. Un portrait du sergent, les yeux tuméfiés, circule rapidement dans la presse noire, notamment dans Ebony et Jet Magazine. Ces images provoquent des manifestations et des émeutes raciales dans tout le Sud. Les vétérans afro-américains descendent dans les rues pour réclamer leurs droits civiques. Mais la répression blanche est brutale. Les cris des soldats ne sont pas entendus et l'agresseur de Woodard est finalement acquitté par un jury composé exclusivement d'hommes blancs. Moins d'une décennie plus tard, un autre drame secoue l'Amérique entière. Le 15 septembre 1955, le photographe David Jackson se rend à Chicago pour couvrir les funérailles d'un jeune garçon de 14 ans, Emmett Till. L'adolescent a été enlevé, torturé, puis lynché dans le Mississippi pour avoir prétendument sifflé une femme blanche. 2 semaines après sa mort, le cercueil est exposé au public. Sa mère, Mamie Till, insiste pour qu'il reste ouvert. La photographie de David Jackson, montrant la mère penchée sur le visage défiguré de son enfant, fait le tour des États-Unis. Publiée dans la presse, elle provoque une onde de choc nationale. L'Amérique découvre la barbarie de la ségrégation dans sa forme la plus crue. Cette image devient le catalyseur du mouvement des droits civiques, une preuve visuelle de la nécessité de se battre contre ces injustices insoutenables. Ces violences répétées marquent profondément les esprits et donnent naissance à une conscience visuelle noire. Dans les années qui suivent, le réseau culturel afro-américain se renforce dans la continuité de la Harlem Renaissance. Des journaux, des clubs photos et des expositions communautaires encouragent une production artistique issue et pensée par la communauté afro-américaine. 2 pôles majeurs s'imposent, tout d'abord le quartier d'Harlem qui demeure le cœur artistique et intellectuel du mouvement, et puis la ville de Chicago où naît le Southside Community Art Center, le premier musée d'art afro-américain des États-Unis. Ces lieux deviennent les foyers d'une expression visuelle indépendante du regard blanc. C'est dans ce contexte qu'émerge Roy de Carava, figure essentielle de la photographie afro-américaine. Dans les années 40 et 50, il documente la vie quotidienne des habitants de Harlem. Véritable héritier de la Harlem Renaissance, il s'attache à représenter la force de la communauté noire dans son intimité. En 1956, il entame sa série The Sound I Saw, un hommage à la culture jazz et à ses figures emblématiques. À travers elle, De Carava illustre le rythme, la sensibilité et la profondeur émotionnelle qui définissent l'esthétique afro-américaine moderne. Son style tranche avec celui de ses contemporains, là où d'autres adoptent une approche strictement documentaire, De Carava privilégie la poésie, la douceur et l'ombre. Ses compositions jouent sur les contrastes et les nuances de gris, traduisant visuellement de la profondeur de l'expérience noire. En 1952, il devient le premier photographe afro-américain à obtenir la prestigieuse bourse Guggenheim, lui permettant de consacrer une année entière à documenter la vie à Harlem. Son travail redéfinit le rôle du photographe noir, non plus simple témoin de la souffrance ou de la marginalisation, mais narrateur d'une histoire collective, créateur d'une esthétique propre à la culture afro-américaine. En plus de Roy de Carava, le photographe Gordon Parks revient en force. En 1956, il se fait remarquer avec son reportage photographique intitulé Segregation Family.
Cette série, commandée par Life Magazine, avait pour objectif initial de documenter les injustices subies par la communauté afro-américaine dans les États du Sud, tout en soulignant certains, soi-disant, aspects positifs de la ségrégation. Ce compromis éditorial visait surtout à protéger la sécurité de Gordon Parks et de ses sujets. Il fallait critiquer, mais sans franchir la ligne qui pouvait coûter la vie. Pour réaliser ce projet, Gordon Parks suit la famille Causey, vivant dans l'Alabama. Le père, métayer, la mère, institutrice. Leur quotidien est photographié avec une grande attention aux gestes, aux regards et aux détails de la vie ordinaire. Le choix de la photographie couleur, rare et coûteuse à l'époque, donne à la série une force visuelle et symbolique exceptionnelle. En investissant des moyens techniques et financiers considérables pour publier des photographies en couleur, Life Magazine place la famille Causey au même rang de dignité que les sujets blancs habituellement valorisés par la presse. La couleur devient ici un outil politique. Segregation Family s'impose ainsi comme l'un des témoignages les plus puissants et lucides de l'Amérique ségrégationniste des années 50. Dans les années 1960, ce mouvement de contre-culture prend une nouvelle ampleur. Le combat pour les droits civiques s'intensifie et plusieurs photographes se rassemblent pour formaliser cette résistance visuelle. En 1963, naît donc le collectif Coming Workshop, une fusion de deux groupes de photographes afro-américains préexistants. Il devient rapidement le collectif à but non lucratif le plus durable de l'histoire de la photographie. Le mot Camoing vient de la langue kenyane et signifie un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Fidèles à cet esprit, les membres du collectif cultivent une solidarité artistique et intellectuelle forte. Leur manifeste commun prône la représentation sincère de la vie afro-américaine, dans sa diversité, sa beauté, sa complexité et sa vérité, loin des clichés, des caricatures et des images imposées par la société blanche très fortement stéréotypée. Parmi ses membres, les plus marquants figurent Louis Draper, James Jimmy Manas, Anthony Barbosa, mais aussi des figures féminines majeures comme Ming Smith et Deborah Willis, qui prolongeront cette philosophie jusque dans la photographie contemporaine. Et si peu de femmes photographes afro-américaines de cette époque ont acquis la reconnaissance qu'elles méritaient, Doris Derby s'impose comme une figure essentielle du mouvement pour les droits civiques. Elle s'engage dès 1963 au sein du Council of Federated Organizations. Son appareil devient le témoin privilégié des mobilisations, des marches, des réunions communautaires, mais aussi de la vie quotidienne, les gestes du travail, les traditions, la transmission intergénérationnelle. Elle approche également les Black Panthers, dont elle capture la discipline, la solidarité et la volonté politique. Ces images s'étendent de la sphère militante à la sphère intime. On parle alors de funérailles, de repas communautaires et aussi de moments d'éducation. Par son regard profondément ancré dans la vie populaire, Doris Derby fait de la photographie un acte de résistance et d'affirmation culturelle. Le mouvement américain des droits civiques aboutit finalement à l'adoption du Civil Rights Act de 1964, du Voting Rights Act de 1965 et du Civil Rights Act de 1968. Mais bien que cette lutte semble avoir atteint son terme, le combat des photographes afro-américains n'est pas fini. Car à peine les droits civiques obtenus, cette communauté entre dans une période de désillusion. La promesse d'égalité reste inachevée et le racisme, notamment visuel, demeure profondément enraciné dans la société. Et pour cause, l'image des Afro-Américains et d'autant plus des communautés noires internationales continue d'être stéréotypée. Il faut donc agir, reprendre le flambeau laissé par les pionniers et poursuivre la reconstruction d'une identité visuelle libre. C'est ainsi que s'ouvre l'ère de la photographie afro-américaine contemporaine, une ère où les artistes reprennent pleinement le contrôle de leurs images, longtemps volées, manipulées et falsifiées. Leur démarche ne se limite plus à la dénonciation, elle devient introspection, réappropriation. Et l'une des figures majeures de cette transition est Deborah Willis. À la fois photographe, historienne et conservatrice, elle entreprend alors un travail de fond.
retrouver, collecter, restaurer les archives photographiques noires, oubliées de l'histoire. Mais à ce travail d'historienne, elle joint sa propre création, cherchant à combler les silences de la représentation. Ces photographies mettent donc en lumière l'intimité du quotidien, en particulier celui des femmes noires. Elles s'intéressent aux gestes simples, comme celui de se coiffer, un acte en apparence anodin, mais chargé d'une symbolique forte, celle de la résistance face à l'effacement, de la reconstruction de soi par la beauté et la dignité. Ce regard intime devient politique. Et en 2000, elle publie l'ouvrage fondamental Reflections in Black, A History of Black Photographers, un véritable socle pour la reconnaissance de l'histoire photographique afro-américaine. À travers lui, Deborah Willis recompose le récit visuel d'un peuple dont les images avaient été confisquées ou effacées. Mais c'est véritablement dans les années 80 que les femmes noires s'imposent comme la colonne vertébrale du mouvement photographique contemporain. Face au regard dominant, blanc, masculin et colonial, elles imposent leur propre regard, le female gaze. Leur œuvre devient un manifeste contre l'hypersexualisation, la marginalisation et le silence imposé au corps noir féminin. Elles ne se contentent plus de répondre, elles réinventent le langage visuel. Leurs images deviennent des espaces de libération, des contre-discours visuels face à des siècles d'oppression. Parmi elles, Lorna Simpson s'impose avec une approche conceptuelle et fragmentée. Dans Guarded Conditions de 1989, elle morcelle le corps féminin noir, cheveux, nuque, dos, profil, pour mieux en révéler la multiplicité. En fragmentant, elle déconstruit l'uniformisation. En effaçant le visage, elle refuse le voyeurisme et redonne au corps son mystère, toute sa complexité, mais aussi sa force. Lorna Simpson interroge la manière dont le regard occidental a façonné et même fétichisé le corps noir. Elle dénonce ce voyeurisme radicalisé, qui réduit les femmes noires à des archétypes exotiques ou érotiques. Par la fragmentation et la répétition, elle oppose une résistance visuelle, une reconquête du droit à l'anonymat, du droit à la multiplicité. En somme, Lorna Simpson ne reconstruit pas une identité noire, mais des identités noires. À sa suite, Carrie Mae Weems est sans doute l'une des plus influentes. Dans The Kitchen Table Series de 1990, elle se met elle-même en scène autour d'une table dans un espace domestique minimaliste. À travers une succession d'images en noir et blanc, elle explore la solitude, le couple, la maternité, la sensualité et la condition de la femme noire. Dans cette série, la cuisine devient un théâtre de pouvoir et d'introspection. Pour elle, la photographie ne doit plus seulement dénoncer, elle doit penser. Elle doit devenir une philosophie incarnée, où le corps noir devient à la fois miroir et témoin du monde. Puis vient les années 2000, où une nouvelle génération de photographes s'impose. Rappelons-le, d'abord fut celle née sous l'esclavage, puis celle marquée par la ségrégation. Désormais, ces photographes sont pour la plupart nés après l'obtention des droits civiques. Ils ont grandi dans un monde saturé d'images, bercé par la culture visuelle de masse, la publicité, les médias et la pop culture. Cette génération ne découvre pas le racisme, elle le voit se transformer. Elle en observe les nouvelles formes, plus insidieuses, plus esthétiques, plus commerciales. De cette génération, c'est Hank Willis Thomas, fils de Deborah Willis, qui se distingue. Héritier du regard critique de sa mère, il détourne les codes de la publicité et du sport et du marketing pour dénoncer la marchandisation du corps noir. Dans sa série Branded de 2003, il représente les cicatrices de l'esclavage, comme des logos imprimés sur la peau, rappelant que l'exploitation du corps noir ne s'est jamais éteinte. Elle s'est simplement modernisée. À travers ce travail, il révèle l'économie raciale cachée dans la culture commerciale contemporaine. Le sport, la mode, la musique, autant de domaines où le corps noir est consommé, stylisé et vendu. Une réflexion essentielle sur la persistance du racisme visuel dans une société qui se prétend post-raciale. Enfin, dans les années 2010, de nouvelles voix s'élèvent. Des voix qui ne protestent plus seulement, elles célèbrent.
Elle célèbre la beauté, la complexité et la pluralité du vécu noir dans toute sa globalité, au-delà des frontières afro-américaines. Ces photographes ne se définissent plus par la résistance, mais par l'affirmation. Deanna Lawson ouvre cette décennie avec une œuvre à l'esthétique profondément narrative. Elle reconstruit un univers où la beauté noire est norme, où chaque geste devient sacré, chaque regard transcendant. Chez elle, le monde noir n'est plus en marge, il est le centre du récit. Vient ensuite Tyler Mitchell, premier photographe noir à avoir signé une couverture pour Vogue en 2018. Sa photographie est empreinte de douceur et d'utopie. Il présente des corps noirs apaisés, détendus, en harmonie avec eux-mêmes et leur environnement. Chez lui, la peau noire n'est plus symbole de lutte, mais d'existence libre. Enfin, Mickalene Thomas, photographe et plasticienne, s'impose avec une esthétique flamboyante, inspirée de la peinture, du collage et de la culture pop. Ses œuvres revisitent les canons de la beauté occidentale pour redonner au corps noir féminin le droit au désir, à la sensualité et au pouvoir. En mêlant strass, motifs, textures et couleurs vives, elle réécrit l'histoire du nu, longtemps réservée aux femmes blanches. Depuis les années 1970, les femmes photographes afro-américaines ont mené l'un des plus grands renversements symboliques de l'histoire de l'art. Longtemps réduites au silence, hypersexualisées et marginalisées, elles se sont emparées d'un médium historiquement masculin et occidental pour reprendre leurs propres paroles, se ressaisir de leurs propres images et de leur corps. Leurs œuvres sont des réponses visuelles à des siècles d'oppression. Elles répondent à la Jézabel, figure fantasmée de la femme noire, hypersexualisée. Elles répondent au regard colonial, qui a fait de leur corps des objets d'étude, de curiosité et de domination. Elles répondent à la culture de l'abus, qui leur a nié le droit au consentement, au désir et à la complexité. Aujourd'hui, ces femmes dominent la scène de la photographie afro-américaine contemporaine. Majoritaires, puissantes, solidaires, elles ne se contentent plus de dénoncer. Elle crée un langage visuel inédit, fait de douceur, de puissance et d'imaginaire. Elle montre que la photographie noire contemporaine n'est plus seulement un cri, c'est une renaissance visuelle, un chant de réappropriation, de liberté retrouvée. Retracer l'histoire de la photographie afro-américaine, c'est suivre un long chemin de résistance. Celui d'un peuple qui a dû, siècle après siècle, se réapproprier son image, son corps et son histoire. Mais dans ce monde saturé d'images, les vieux mythes n'ont pas disparu. La figure du sauveur blanc persiste, subtilement recyclée dans les médias et la publicité. La surmédiatisation des violences policières, la diffusion incessante de corps meurtris entretiennent une forme moderne de spectacle racial. Celui où le trauma devient viral et le deuil public. Les photographes afro-américains contemporains répondent à cette spirale par une stratégie de réappropriation dans la culture visuelle actuelle. Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Réparer. Réparer l'histoire, réparer la mémoire, réparer le regard. La photographie afro-américaine contemporaine n'est donc pas une fin, c'est un recommencement. Une renaissance du regard, où l'image devient un lieu de résistance, de mémoire et de liberté. Et peut-être qu'aujourd'hui, enfin, l'objectif ne capte plus seulement la douleur, mais la dignité retrouvée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore, et un merci tout particulier à l'interprète de cet épisode, Kurt, du podcast Obscurum. Si toi, chère auditorice, tu as aimé cette plongée dans l'histoire de la photographie afro-américaine, n'hésite pas à laisser des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie. Tu trouveras en description toutes les références citées dans cet épisode. Prends bien soin de toi et n'oublie pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.